Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue dans l'émission d'Ouzbek Erika. Alors vous commencez à vous y faire et nous aussi, cette émission a plusieurs formats, parmi lesquels une conversation plus ou moins longue, tout dépend, avec un invité. Et aujourd'hui nous recevons l'auteur d'une enquête intitulée « La guerre des métaux rares ». Un livre comme on en reçoit souvent à la rédaction et qui a retenu cette fois-ci l'attention de notre journaliste spécialisé environnement et apocalypse, Vincent Louquez. Alors au menu de cet ouvrage signé par le journaliste Guillaume Pitron, une interrogation qui commence à trotter dans la tête de celles et ceux qui s'intéressent à la désormais fameuse transition énergétique. Et si ce nouveau monde sans énergie fossile que l'on nous vend à grands coups de One Planet Summit était un mirage ? Alors pour y répondre, Guillaume Pitron a mené l'enquête pendant 6 ans, de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Afrique du Sud, le Japon ou la France. Et ce qu'il en ressort, c'est que d'une dépendance au pétrole et aux autres énergies fossiles, l'humanité est en train de passer tranquillement à une dépendance exponentielle aux métaux rares. Voitures électriques, informatique, énergie renouvelable, écrans LCD, scanners médicaux, satellites, armements, TGV, les métaux rares sont partout et sont ce que l'auteur appelle la face cachée de la transition énergétique et numérique. Pour dévoiler un peu plus de cette face cachée, nous avons le bonheur de recevoir Guillaume Pitron, journaliste donc, qui a notamment travaillé pour Géo ou Le Monde diplomatique. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Et pour mener la discussion, je vais donc laisser la parole à Vincent, qui a dévoré votre livre comme une excavatrice dévore une mine de graphite. Salut Vincent. C'est à peu près ça. Bonjour Guillaume. Et je te laisse la parole, je te laisse enchaîner. Vous êtes en bonne santé sinon ? Oui, je suis en bonne santé, ça va. Mentalement, c'est plus compliqué. Je suis déjà catalogué comme l'expert apocalypse de la rédaction. Absolument. Ça va pas s'arranger avec la lecture de votre bouquin parce que je l'ai effectivement dévoré, mais j'en suis pas ressorti beaucoup plus optimiste. C'est vrai qu'on parle souvent transition énergétique chez Ouzbek Erika, on parle beaucoup écologie. On parle de la difficulté d'atteindre cette transition, mais on parle rarement des limites de cette transition et de ce qu'elle implique, notamment à travers les métaux rares. En fait, pour résumer, vous comparez un peu les métaux rares au nouvel or noir, pour 3 raisons principales. D'une part, c'est la pollution qu'ils engendrent qui est aussi forte, voire plus forte que celle de l'extraction pétrolière. C'est ce que vous dites dans le bouquin. Ensuite, ces métaux rares peuvent créer une nouvelle source de tension géopolitique et être finalement l'équivalent de ce qu'a généré au Moyen-Orient tout le pétrole au XXe siècle. Et ensuite, d'un point de vue purement économique, c'est aussi un élément stratégique majeur pour désigner qui sera le prochain leader du monde. Et évidemment, la Chine a un rôle majeur à jouer là-dedans. Donc on va évoquer tout ça en essayant de ne pas trop sombrer dans la dépression absolue. Parce qu'il y a des solutions aussi. Il y a des solutions, heureusement. Pour commencer, on peut peut-être revenir sur ce que sont les métaux rares. On parle de métaux rares, on parle aussi parfois de terres rares. Est-ce que vous pouvez, Guillaume Pitron, nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par là ? Merci Vincent. Toute transition énergétique se fonde sur des ressources qu'il faut exploiter pour que cette transition énergétique soit une réalité. Schématiquement, au 19e, il fallait du charbon. C'était la ressource tangible, palpable, incontournable de la transition au 19e siècle. Et puis au 20e siècle, c'était le pétrole. Et en quittant ce monde d'énergie fossile, tout un chacun s'imagine que nous nous dirigeons vers un monde plus dématérialisé, plus sobre, moins consommateur de ressources. Simplement, on en oublie que, eh bien, encore une fois, l'histoire se répète et qu'il faut de nouvelles matières premières pour remplacer la précédente. Et ces nouvelles matières premières que l'on appelle le pétrole du XXIe siècle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont les scientifiques déjà qui l'appellent comme ça, eh bien, ce sont cette trentaine de métaux rares indispensables aux technologies vertes et aux technologies numériques. Les métaux rares, ce sont des métaux qui se trouvent dans la croûte terrestre, naturellement mélangés aux métaux abondants. Métaux abondants, vous les connaissez tous, le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre. Et mélangés avec eux naturellement, il y a dans des proportions infinitésimales par rapport à ces métaux abondants, cette petite trentaine de métaux rares au nom tout à fait sympathique. Ça sonne un peu comme des territoires inconnus. J'aime bien prométhium, samarium, europium, lutécium. Et parmi ces métaux rares, il y a une classe de métaux rares qu'on appelle les terres rares. C'est en fait une sous-catégorie
de ces métaux. Ce ne sont pas des terres, on parle bien de minerais, et ceux-là sont parmi les plus stratégiques. Donc quand on parle de terres rares et de métaux rares, c'est un petit peu finalement la même chose. D'accord. Nous, on va parler des deux, on va parler de tous les métaux rares dont vous parlez dans le bouquin, qui potentiellement sont tous des ressources qui peuvent venir à manquer. Vous dites notamment qu'il y a 1200 fois moins de néodyme et jusqu'à 2650 fois moins de gallium que de fer dans la croûte terrestre. Donc c'est ce que vous disiez, il y en a beaucoup moins. C'est ce qui fait aussi qu'ils sont beaucoup plus chers et beaucoup plus coûteux à extraire. Alors, je cite aussi un autre passage de votre bouquin. Vous écrivez « On n'exploitait que 7 métaux entre l'Antiquité et la Renaissance, une vingtaine dans les années 70, et quasi tous les métaux aujourd'hui du tableau périodique de Mendeleïev, donc les 86 métaux, aujourd'hui sont exploités pour la technologie. C'est vraiment, l'ensemble des métaux sont exploités de façon exponentielle, ce qui peut aboutir à des situations de pénurie ou à des situations de manque à l'avenir. Donc non seulement on exploite aujourd'hui la quasi-totalité des métaux de la table de Mendeleïev, et en plus de ça, on les exploite pas seulement individuellement les uns les autres, on les exploite sous forme d'alliage, on les mélange. Et ça, c'est un sujet prospectif passionnant, c'est quels sont les nouveaux matériaux, quelles vont être les propriétés de ces nouveaux matériaux, et que va-t-on pouvoir faire, quel progrès fabuleux va-t-on pouvoir faire compte tenu de ces nouvelles propriétés, de ces nouveaux alliages. Et donc effectivement, ces métaux rares sont absolument nécessaires pour ces nouveaux matériaux. On va les consommer de plus en plus partout, dans toutes les technologies. Et effectivement, parmi toutes ces technologies, il y a notamment la robotique, l'intelligence artificielle, l'hôpital connecté, les TGV, les avions, juste quand on parle l'électronique, tout. De technologie, pour qu'on comprenne bien, par exemple, quel type de métaux rares peut être utilisé dans la fabrication d'un iPhone ou d'un autre téléphone portable ou d'un ordi Dans les téléphones, des dizaines de métaux rares, et parmi lesquels j'en cite simplement 2. Le néodyme, en fait, rentre dans la composition des aimants permanents que vous trouvez dans le vibreur de votre téléphone portable. Quand votre téléphone portable vibre, c'est parce qu'il y a un aimant qui est fait notamment de néodyme. Ok, très bien. Un autre exemple, tout simple, l'indium. Si vos téléphones portables sont aujourd'hui tactiles, si vous pouvez écrire des SMS en tapotant sur l'écran, c'est parce qu'en fait, il y a une poudre d'un métal rare qu'on appelle l'indium, et cet oxyde d'indium, en fait, qui recouvre la surface de votre écran, le rend tactile. Sans indium, les téléphones portables, c'était, vous savez, les anciens BlackBerry avec une petite souris qu'il fallait déplacer avec une molette. Ah, mais on aimait bien ça. Ça entraînait les pouces, c'était bien. Alors je résiste pas à citer encore quelques noms de ces métaux aux noms très poétiques et de science-fiction. Vous écrivez aussi « Les études prédisent qu'à l'horizon 2030, la demande en germanium va doubler, celle de dysprosium et de tantale quadruplée, celle de palladium quintuplée. Le marché du scandium pourrait être multiplié par 9 et celui du cobalt par 24. » Et encore, on ne parle pas du vibranium du Wakanda ou de l'adamantium des griffes de Wolverine. Voilà, mais ça c'est secret, il ne faut pas qu'on en parle ici. Donc non, c'est juste pour illustrer qu'effectivement ces métaux sont listés de façon exponentielle. Les 3 ressources fossiles classiques que l'on connaît, gaz, charbon, pétrole, connaissent soit une stagnation, soit une croissance modérée, voire quelquefois une décroissance sur un exercice annuel. Tous ces métaux-là, c'est exponentiel. La croissance évolue de 5 à 10% par an, et c'est encore davantage pour le cobalt, puisque le cobalt rentre dans la composition des voitures électriques, et effectivement, ça va exploser, ça va être la ruée. Alors une des raisons qui explique cette explosion des métaux rares, vous l'expliquez bien dans le bouquin, c'est l'utilisation des super aimants et des aimants pour créer des moteurs électriques. C'est tout ce qui fonctionnait dans la première et seconde révolution industrielle par la force mécanique, les rouages, l'énergie de la vapeur, aujourd'hui c'est remplacé par les moteurs électriques qui eux fonctionnent grâce à des aimants. Et ces aimants nécessitent, pour être de plus en plus efficaces, des métaux rares qui permettent une meilleure conductivité, un meilleur magnétisme, en gros, c'est ça. En fait, nous sommes tous magnétisés dans nos vies aujourd'hui. C'est-à-dire que ces aimants, mais typiquement les aimants que vous avez sur votre frigidaire. Imaginez que vous avez des aimants, mais à la place desquels il n'y a pas de la ferrite, qui est un dérivé du fer peu puissant, mais du néodyme qui est beaucoup plus puissant, et que ces aimants sont incroyablement puissants. Moi, j'en ai eu dans la main. Vous avez 2 petits bouts d'aimants qui font la taille d'un ongle de mon auriculaire, et vous les mettez à 5 ou 10 cm ou 15 cm. En fait, ils s'attirent immédiatement. Ouais. Ces aimants, en fait, lorsque vous les faites traverser par un courant électrique, eh bien, en fait, tournent naturellement l'un par rapport à l'autre. Et c'est ce mouvement qui est créé en fait par ce croisement du magnétisme d'un côté et de l'électricité qui en fait est aujourd'hui à la base de nombreux moteurs électriques que nous utilisons aussi bien dans la brosse à dents électrique dont vous vous servez le matin que pour faire rouler certaines voitures. Et donc voilà, c'est l'idée en fait de recréer du mouvement mais sans avoir besoin d'un moteur thermique ou d'une machine à vapeur qui elle-même était génératrice de gaz à effet de serre puisqu'il fallait du pétrole et du charbon. Là, on peut créer du mouvement mais sans avoir à générer
de CO2. Et donc c'est ça la transition énergétique. C'est du mouvement, mais sans carbone. Ouais. Voilà, et pour conclure sur l'explication de base de ces métaux rares, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des téléphones portables qui tiennent dans la poche et plus des phares à repasser de première génération. C'est les métaux rares qui permettent d'avoir miniaturisé ces aimants, justement. Ces aimants, en fait, et grâce aux métaux rares, ils sont beaucoup plus petits. On peut avoir la même puissance, mais avec un volume beaucoup plus réduit. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, nos téléphones ne font plus la taille d'une brique, qu'ils sont devenus tout petits, mais qu'aussi on a des micro-chaînes Hi-Fi, ou je ne sais quoi, comment on peut appeler ça, ou des tablettes toutes fines. Le monde des métaux rares, c'est la miniaturisation. Grâce à eux, tout est devenu plus petit. Alors ce serait un monde merveilleux de la miniature et des noms en yum. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien et on parle latin et c'est génial. Le premier problème, c'est que les mines d'extraction de ces métaux rares sont extrêmement polluantes. Alors vous dites que l'impact environnemental est encore plus important que c'est généré par l'extraction pétrolière. C'est le cas notamment en Chine. Vous êtes allé voir, vous, des mines en Chine où se concentre la majorité des mines d'extraction de métaux rares. Ça pollue énormément, ça cause des dégâts pour l'environnement, pour l'être humain. C'est assez cataclysmique, on a l'impression. C'est très difficile de savoir exactement dans quelle mesure est-ce que l'industrie pétrolière dans sa globalité est plus polluante que l'industrie minière, etc. En revanche, je me fonde sur un rapport du Blacksmith Institute, que je cite dans le livre, et en fait qui classe les industries les plus polluantes, et tous les 3 ans, il met ce classement à jour. Et ce qu'il apparaît, c'est que tous les 3 ans, la pollution globale de l'industrie pétrolière telle que calculée par cet organisme, en fait que l'industrie pétrolière descend dans le classement. Aujourd'hui, elle n'est plus dans le top 10. En revanche, l'industrie minière remonte. L'industrie minière, dans le classement du Blacksmith, je pense, inclut notamment le charbon, qui est une industrie, qui est une ressource fossile. Néanmoins, l'industrie minière remonte. Donc ça veut dire que nous avons une industrie minière qui va être le socle de la transition du futur, qui s'avère, selon ce rapport, plus polluante que l'industrie pétrolière dont tout le monde voudrait se débarrasser. Donc je souligne ce paradoxe quand même. Oui, vous citez Greenpeace qui dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie de recyclage des batteries au plomb, c'est ça ? Voilà. Voilà, si je l'ai écrit, c'est que ça doit être vrai. J'avoue que je me souviens plus de chaque phrase, mais si je l'ai écrit, c'est que c'est vrai. Cette phrase. Vous citez aussi, enfin vous citez pas, mais vous racontez aussi votre visite en Chine près d'un petit village près de Baotou, qu'on surnomme là-bas le village du cancer, où c'est assez effroyable les conséquences de la pollution générée par ces mines. Donc en fait, il faut se rendre dans ces mines pour réaliser ce que c'est. Il faut aller au plus proche des mines. Les mines se trouvent en particulier dans 2 provinces chinoises, celle du Jiangxi qui se trouve dans le sud et la région autonome de Mongolie intérieure qui se trouve au nord de Pékin, tout proche de la Mongolie. Qu'est-ce qu'on constate là-bas ? D'abord, des zones minières. Donc, ça veut dire des gigantesques mines à ciel ouvert avec des montagnes qui ont été littéralement déplacées pour extraire en fait la roche, avec des bassins de décantation qui vont permettre de purifier le minerai. Il y a également des infrastructures de raffinage dans lesquelles je n'ai pas pu rentrer, dans lesquelles en fait on sépare et on purifie en fait le minerai. Donc, on sépare les minerais de la roche et on sépare ensuite les minerais entre eux, puisque comme je vous ai expliqué, dans la roche, il y a plusieurs minerais. On va en fait séparer les grands métaux des petits métaux. Toute cette industrie de raffinage nécessite beaucoup de produits chimiques, de solvants. Il va falloir également les nettoyer avec de l'eau, ces minerais. Donc l'eau chargée en métaux lourds va être rejetée. On constate qu'il y a des lacs de rejets toxiques absolument gigantesques. Ce sont des paysages lunaires qui débordent par intermittence dans le fleuve Jaune, qui est juste à côté. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a, pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de fuites. En fait, c'est inéluctable qu'il y ait des fuites qui viennent polluer les nappes phréatiques, qui viennent polluer les terres, les océans. C'est un peu ce qui ressort, c'est qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura des fuites. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi Greenpeace, pour encore les citer à travers votre bouquin. Ils disent l'extraction minière durable n'existe pas, c'est un leurre. Par essence, l'extraction minière pollue de façon dramatique. De toute façon, la mine propre, ça n'existe pas. Et donc, tous les produits verts qui, du coup, sont constitués de ces métaux propres ne peuvent pas l'être par essence. Ne peuvent pas être propres, ne peuvent pas être verts, ne peuvent pas être zéro émission. C'est tout simplement un mensonge. La mine propre n'existant pas à la base. En revanche, ce n'est pas nécessairement inéluctable. On peut faire mieux. Je veux dire, si on décidait en Chine d'appliquer strictement les réglementations et de mettre aux trousses de tous les industriels qui font n'importe quoi dans ce secteur-là une armée de policiers pour tout contrôler, on aurait des minerais qui seraient absolument pas propres, mais en tout cas qui seraient toujours moins sales que ce qu'il est. Donc c'est terrifiant ce que j'ai vu. Les villages du cancer, c'est terrifiant. Les causes, les conséquences écologiques et sanitaires de l'extraction et du raffinage des métaux rares sont désastreuses, mais on peut sérieusement se retrousser les manches, décider
de réellement inverser. On peut décider de réellement inverser la tendance et de produire des minerais moins sales. Donc il y a aussi des possibilités, des solutions concrètes qui existent. Le problème, c'est que la Chine, pour l'instant, n'a pas intérêt forcément à aller vers ces solutions. On évoquera le cas de la Chine un peu plus tard. Pour l'instant, pour rester sur la pollution, au-delà des situations locales dans les mines, il y a ce que vous soulignez aussi en termes d'impact climatique. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'extraction minière, quand elle va dans la construction d'énergie renouvelable, dégage énormément d'effets de serre, de gaz à effet de serre. L'industrie minière, c'est de l'énergie. Il faut de l'énergie pour extraire un métal d'une roche. Cette énergie, elle provient d'où ? En Chine, le mix énergétique, c'est 60% de charbon aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à 60%, en moyenne, l'industrie minière qui va extraire les métaux rares nécessaires à un monde décarboné repose elle-même à 60% sur des mines de charbon. Ça, c'est pas inéluctable du coup. C'est que c'est la structure actuelle qui fait qu'on utilise du charbon pour extraire sa mine, mais si dans un cercle vertueux on utilisait des énergies renouvelables pour produire ces... Peut-être en phase de transition. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la Chine dit aujourd'hui, je vais baisser la part du charbon dans mon mix énergétique, mais pour ça, je vais faire remonter la part des énergies renouvelables, qui elles-mêmes ne sont... possible et consommable que si nous avons des mines, enfin, c'est un espèce de cercle. Oui, c'est ça. Et effectivement, on peut imaginer que demain, l'extraction de ces métaux soit meilleure, ne serait-ce que parce que l'énergie nécessaire pour les extraire elle-même est moins sale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Simplement, la Chine, encore une fois, aujourd'hui, c'est 60% du mix énergétique composé de charbon. Et il y a ce chiffre, encore, je ressors beaucoup de chiffres, mais il y en a beaucoup qui sont marquants dans votre bouquin. Vous dites que les voitures électriques, sur l'ensemble de leur cycle aujourd'hui, qu'on associe cycle durée de vie et cycle de production, elles produisent jusqu'à 3/4 des émissions de CO2 d'une voiture à essence. C'est-à-dire que finalement, le gain est assez faible par rapport à une voiture à essence. En fait, une voiture électrique, d'abord, est bourrée de métaux rares. Donc pour commencer, il faut bien regarder ce qu'il en coûte de fabriquer une voiture électrique avant même qu'elle ait roulé son premier kilomètre. Une voiture zéro émission n'est pas zéro émission, puisqu'avant même sa construction, il va falloir des quantités de matière et de ressources rares telles que de toute façon déjà il y a un coût en termes d'émissions carbone. Ensuite, une voiture, vous allez la brancher au réseau électrique pour la recharger en électricité. Et donc en fait, elle va être aussi polluante que l'électricité qu'elle consomme. En France, une voiture électrique va rouler à quoi ? Elle va rouler au nucléaire. Donc c'est une voiture nucléaire. En Chine, elle va rouler au charbon à 60%, puisque le mix énergétique, on vient d'en parler. Donc c'est une voiture à charbon. Dans d'autres pays où le pétrole est important, le mix énergétique, ou dans certaines régions, ça va être une voiture qui va rouler à l'électricité pour être au pétrole. Donc c'est une voiture à essence. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Dans les cas de mix énergétique les plus problématiques et les plus carbonés, effectivement, des études montrent qu'en réalité, on aboutit sur l'ensemble de son cycle de vie à une voiture qui peut générer jusqu'au chiffre que vous avez dit. Ça dépend des régions, c'est affreusement compliqué. Tout ça est affreusement compliqué. Ce qui est intéressant simplement, c'est qu'on était jusque-là dans un débat dans lequel on disait, grosso modo, c'est simple, c'est soit on reste dans le thermique et c'est dégueulasse, soit on va vers l'électrique et c'est merveilleusement propre. Ouais. Et là, on commence à se dire, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et alors maintenant, c'est intéressant. Il y a des débats qui agitent tout le monde, et notamment où je suis personnellement pris à partie sur tout un tas de web, réseaux sociaux et autres blogs, dans lequel on dit non mais en fait on va voir quelle est la moins sale des deux technologies. Donc déjà le débat commence à évoluer, on commence à réaliser que le monde plus vert qu'on nous promettait est pas aussi vert et qu'il va falloir avoir un discours un peu plus nuancé sur la question. C'est intéressant parce que ça remet en question beaucoup d'idées reçues, notamment celle de toute l'école de Jeremy Rifkin, ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Pour rappel, c'est l'idée qu'avec le croisement des révolutions énergétiques et numériques, on arrive vers ce qu'il appelle une société du coût marginal zéro, où on serait dans l'abondance grâce à de l'énergie gratuite, produite localement, réseau intelligent, avec tout ce mélange des technologies. Smart grids. Tous ces anglicismes incroyables. Et ça, c'est remis en question par le fait que finalement, ces énergies ont un coût et sont épuisables. Pour finir sur le côté déprimant, en plus d'être polluantes et de produire des gaz à effet de serre, ces énergies sont loin d'être renouvelables au sens propre, puisque les métaux rares s'épuisent. Vous parlez d'une quinzaine de métaux de base ou rares qui seraient épuisés d'ici 50 ans, et il y a une annexe à la fin de votre livre qui répertorie ces métaux. Voilà, on a le zinc qui, entre 7 et 18 ans, pourrait être épuisé, le tungstène entre 14 et 36 ans, le bore, ça monte à 40 ans, et l'antimoine, lui, c'est 4 à 12 ans, donc on est bientôt à court de ce métal-là. Donc voilà, en fait, c'est même pas une ressource renouvelable en soi, et on arrive presque à la fin des réserves, déjà. C'est le paradoxe de cette transition énergétique. Elle se fonde
cette transition dite verte se fonde sur l'exploitation de métaux, une exploitation qui n'est pas verte, qui n'est pas propre. Et cette transition qui nous est vendue comme une transition vers un modèle énergétique où nous pourrons bénéficier sans limite finalement d'énergie qui elles-mêmes proviennent des rayons du soleil, des marées, du vent, qui sont des énergies illimitées. Et bien en fait, pour être exploitées, ces énergies passent par l'extraction de métaux rares dont les quantités ne sont absolument pas illimitées, elles sont au contraire très limitées. Les pénuries sont déjà chiffrées et c'était intéressant, j'en parlais l'autre jour avec un spécialiste qui disait, mais dans l'industrie de la voiture électrique ou de l'automobile aujourd'hui, on est en train de se dire que en fait, les pénuries de certains métaux nécessaires aux voitures électriques vont venir plus rapidement que les premières pénuries de pétrole. Donc c'est ça, c'est quand même ce paradoxe qu'il faut souligner. C'est un paradoxe, et pardon Guillaume, ce qui est hallucinant, c'est justement l'impression qu'on s'est un petit peu voilé la face. Vous parliez aussi de la difficulté pour les experts de ces sujets d'alerter les décideurs. Il y a presque une volonté de pas voir ces problèmes une fois qu'on a enclenché toute une dynamique et un discours politique sur les énergies renouvelables, sur les emplois que ça va créer, l'économie verte, tout ça. Et finalement, c'est presque une fuite en avant pour eux. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Nous rentrons dans un nouveau monde qui est un nouveau monde avec de nouveaux modèles énergétiques et économiques. Maintenant, on commence à voir que cette transition énergétique, c'est une opportunité économique fabuleuse. Elle va créer des emplois verts, elle répond à une demande forte de la part des élus, et par exemple des électeurs, des citoyens. Ouais. Par exemple les électeurs parisiens, d'avoir un air plus propre, une meilleure qualité de vie. Et à ce moment-là, en fait, se cristallise un consensus dans lequel on trouve en fait une espèce de sainte trinité. Vous avez dans le consensus d'abord les industriels qui disent on va créer des emplois verts grâce à cela et le nombre d'emplois qu'on pourrait créer se compte en millions à l'échelle mondiale et la France pourrait sacrément en profiter. De l'autre, vous avez des élus en français notamment qui disent ça c'est un discours qui porte auprès de l'électorat, je vais me faire élire grâce à ça. Et puis vous avez le troisième, le harron de la sainte trinité, c'est les ONG environnementales qui disent mais en plus il faut aller dans cette direction parce que c'est propre. Lorsque vous avez ce consensus, c'est l'effet rouleau compresseur. Vous ne pouvez plus en discuter. Tout le monde est d'accord, ça va créer plus d'emplois, ça va permettre de refaire réélire les structures existantes et en plus de ça, les ONG y trouvent leur compte. Ce consensus-là, il existe jusqu'au moment où on commence à regarder sous le tapis. Et on en est là. Et le tapis, c'est la Chine, justement, qui concentre aujourd'hui toutes les ressources. On peut aborder ça d'un point de vue plus géopolitique, justement, parce que la Chine concentre beaucoup dans son sol de ressources en métaux rares, mais elle a aussi pratiqué une politique très volontariste pour faire en sorte de concentrer la production de ces ressources, puisque vous expliquez qu'il y avait beaucoup de mines aussi, notamment en France, en Europe, aux États-Unis. Et la Chine a bien vu dans ses ressources un nouveau levier géopolitique pour avoir un monopole sur la production de ressources indispensables. Et elle a pratiqué tout un tas de méthodes de dumping environnemental, dumping social aussi, pour devenir beaucoup plus concurrentiellement, avoir l'avantage sur ses concurrents et prendre le lead, et voilà, faire en sorte que les autres producteurs s'effacent. Elle a vraiment aujourd'hui un monopole sur beaucoup de ces terres rares. En fait, les terres rares et les métaux rares ne sont pas rares. C'est rare et pas rare à la fois. C'est rare parce qu'on les a comparés aux métaux abondants et qu'on a vu que les quantités étaient bien moindres. En revanche, si on voulait ouvrir 100 mines de métaux rares dès demain sur 4 continents, on pourrait se retrousser les manches et s'y employer et on trouverait des gisements suffisamment abondants pour pouvoir ouvrir des mines. Simplement, dans les années 80, on s'est organisé à la production. Il y a eu un double mouvement dans les années 80. Premier mouvement, on constate que ces métaux sont absolument merveilleux, avec des applications merveilleuses qu'on a évoquées tout à l'heure. Deuxième chose, on réalise aussi que c'est vachement polluant et que nos réglementations, notamment dans les pays occidentaux, sont tellement strictes, commencent à se durcir à telle enseigne que, en fait, on ne peut plus continuer à extraire ces métaux chez soi. Et pour résoudre cette quadrature du cercle, il y a une réponse simple, la Chine. La Chine sort du maoïsme, le désastre que l'on sait. Deng Xiaoping dit « je vais tout miser beaucoup sur l'industrie ». Et à ce moment-là, la Chine, qui a d'énormes réserves de ces métaux rares, et notamment de terres rares, propose à l'Occident un deal. Je vais produire ces métaux rares chez moi. Ça va être très sale, mais j'en assume le coût. Je vais faire baisser les prix de production en dessous de leur prix de revient. Donc je vais perdre de l'argent, mais peu importe. Moi, ça va me permettre de quand même de
constituer un tissu industriel qui est nécessaire pour mon développement. Et puis, comme ça, vous pourrez ensuite nous racheter ces minerais une fois qu'ils auront été purifiés, raffinés et qui seront propres. Parce que ça prend du temps. D'extraire, d'ouvrir des mines, de purifier, de raffiner, etc. Ça prend du temps et puis ça s'est fait au prix d'un énorme scandale écologique que j'ai pu donc constater en Chine. Et donc en fait on s'est organisé la production finalement entre ceux qui étaient sales, les Chinois, et ceux qui pouvaient faire semblant d'être propres, c'est nous. Puisque nous n'avions plus qu'à racheter les minerais propres, à les intégrer dans nos ressources, dans les énergies vertes et nos technologies vertes, et puis te dire, regardez comme nous avons des belles réglementations. Simplement, en fait, nous avons délocalisé la pollution. Voilà, c'est une mesure hypocrite, un ordre un peu naturel qui s'est organisé, qui s'est institué entre l'Occident d'un côté et la Chine de l'autre, pour faire simple. Comme sur d'autres marchés, on est sur la même chose, la même dynamique que les textiles, on est dans la Chine et l'arrière-salle qu'on cache avec un rideau, par exemple, de l'Occident, qui effectivement peut avoir l'air propre et donner une petite carte environnement et propreté à ses citoyens. Oui. Alors derrière ça, il y a tout un cercle vicieux pour nous, vertueux pour la Chine, que vous expliquez bien aussi, où partant de la matière première, la Chine va remonter vers l'aval de la production au fur et à mesure, en s'appropriant comme ça le savoir-faire. Il va y avoir un vrai transfert de technologie, d'abord fait avec l'aide très très conscient des industriels français ou occidentaux, qui va dire voilà, nous on va délocaliser tout ce qui est low-tech, tout ce qui est facile à faire pour baisser les coûts, en gardant la partie high-tech chez nous. Et petit à petit, la Chine va grignoter beaucoup plus rapidement que prévu sur le savoir-faire, et aujourd'hui nous a rattrapés pour développer un vrai monopole sur l'ensemble de la filière. C'est tout ce que vous racontez aussi dans le bouquin. En fait, nous avons donné le monopole, ou en tout cas le quasi-monopole, ou une part prépondérante de la production de certains métaux rares à la Chine. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, on voit que la Chine est producteur de entre 60 et 95% d'une grande partie de ces métaux rares. Je vous rappelle que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ce sont 14 pays qui ont 40% de la production mondiale de pétrole. Et déjà, ça nous fait des misères depuis les années 70. Imaginez ce que c'est qu'un seul pays, la Chine, qui détient jusqu'à 95% des réserves de certaines terres rares. Justement, elle joue sur les cours, elle ferme les robinets par moment. Qu'est-ce que fait un pays lorsqu'il détient un tel ascendant sur une ressource stratégique ? Il fait ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en sert comme des leviers de son développement économique, industriel et des leviers de puissance géopolitique. À partir des années 2000, la Chine a commencé à dire au reste du monde, écoutez, moi je vais vous exporter moins de ces métaux rares, je vais réduire mes exportations, éventuellement même dans une situation qui s'est produite en 2010, je vais agencer un embargo sur les terres rares à destination du Japon et des États-Unis. En tout cas, comprenez bien que vous n'aurez plus accès à la ressource comme d'habitude. Vous allez devoir venir en Chine avec vos industries si vous voulez avoir un accès limité à la ressource. Et donc les industriels, bon gré mal gré, certains de force, mais d'autres y voyant leur intérêt, on dit très bien, on délocalise tout, on va venir avec nos industries, nos employés, on va venir également avec nos laboratoires de recherche et développement, et puis les Chinois, quand un industriel occidental vient s'installer sur son territoire, font une co-entreprise, une joint venture avec une entreprise chinoise, détenue à 51% par les Chinois, donc les brevets, on les récupère, on peut mettre un tampon chinois dessus, on les co-innove, on les réinnove, et à la fin, ces technologies sont chinoises. Et donc les Chinois ne sont plus du tout l'empire du textile, des jeans, des jouets, ça c'est terminé. C'est encore l'image un peu d'Épinal qu'on a de la Chine comme étant un pays arriéré sur le plan du développement et de l'innovation. En fait, c'est complètement faux. La Chine aujourd'hui, grâce aux métaux rares, a réussi à redescendre sur l'aval de la filière des métaux rares et d'être non plus seulement productrice de ces minerais, mais également des composants, des pièces détachées et finalement des technologies elles-mêmes. Et quand on regarde par exemple le 13e plan quinquennal chinois qui est en cours, il faut voir sur quelles industries les Chinois misent. Ils misent sur des industries hyper technologiques. On parle de biotechnologie, on parle de toutes les industries sur lesquelles nous, Français, rêverions d'être leaders. Simplement, qui est leader aujourd'hui sur les énergies vertes notamment ? C'est les Chinois, c'est les premiers producteurs de panneaux solaires au monde, ce sont les premiers producteurs d'énergie verte au monde en général, c'est le premier marché de la voiture électrique et ça va continuer. Donc qui aujourd'hui est gagnant en termes économiques de cette transition énergétique ? C'est pas nous, c'est pas les Américains, c'est la Chine. Oui, vous citez le témoignage terrible d'un industriel français qui raconte on pensait un peu de façon trop orgueilleuse avoir encore 10-15 ans d'avance sur les Chinois en leur délocalisant la basse œuvre chez eux, et finalement on s'est rendu compte qu'on n'avait que 2 ans d'avance, et puis aujourd'hui on a presque 10 ans de retard. Ça c'est un responsable américain qui le dit, on a dans les hautes technologies 10 ans de retard bientôt sur la Chine, sur le développement des nouvelles applications technologiques. Alors ça dépend lesquelles
et puis il faut être extrêmement précis et nuancé dans cela, mais sur certaines applications, les Chinois sont complètement à la masse. Ils sont très en retard. Par exemple, sur le plan militaire, on l'évoquera peut-être, ils ont énormément de retard. Sur d'autres, ils ont réduit leur retard dans des proportions qu'on ne soupçonnait pas il y a 10 ans. C'est ça. Et quand vous en parlez aux observateurs avisés de la vie scientifique et technologique chinoise, ils vous disent en 2008, si on nous avait dit que 10 ans plus tard, en 2018, les Chinois seraient arrivés à un tel niveau de développement, on ne l'aurait pas cru. Et sur certaines applications, ils ont même pris de l'avance. Et par exemple, les supercalculateurs. Les supercalculateurs les plus puissants au monde sont chinois, ce qui fait de la Chine, je cite, la première puissance informatique. Donc voilà, la réalité, c'est qu'effectivement, sur certaines applications technologiques, nous sommes non pas rattrapés, mais dépassés. Alors un mot juste rapidement, vous évoquiez l'aspect militaire. C'est important aussi, ça inquiète beaucoup les Américains notamment parce que évidemment, parmi les technologies, toutes les armes aujourd'hui sont fondées sur les métaux rares. Et vous expliquez par exemple que dans les avions de chasse F-35, les Américains se sont rendus compte trop tard que beaucoup de matières premières ou de puces qui étaient contenues dans ces avions étaient de production chinoise et que donc peut-être qu'il y avait des chevaux de Troie incorporés là-dedans. Potentiellement. Mais, potentiellement, on ne veut pas trop accuser la Chine, mais c'est quand même assez probable. Et voilà. Et finalement, les Américains sont un petit peu tenus à bout de bras par la Chine, parce que même en cas de conflit, si la Chine décide de fermer l'accès aux métaux rares, il y a une inertie en plus pour relancer des mines, etc. Donc finalement, d'un point de vue militaire, c'est assez compliqué. En fait, il y a dans le programme, dans toute chaîne de production américaine, ce que l'administration républicaine aujourd'hui identifie ou est en train d'identifier comme des points individuels de défaillance. Un point individuel de défaillance, ça veut dire que sur l'ensemble de cette chaîne de production, s'il y a un maillon qui n'est pas dont la production n'est pas assurée, ou ça peut être une entreprise qui pourrait tout simplement mettre la clé sous la porte, et bien en fait l'ensemble de la chaîne est inopérante. Et les Américains et l'administration Trump est en train d'identifier, c'est un rapport qui va sortir probablement en avril, un point individuel de défaillance parmi d'autres, c'est celui des terres rares. C'est-à-dire que comme ils n'ont plus la main sur les terres rares, parce qu'ils ne produisent plus de terres rares, qu'ils sont dépendants de la Chine pour l'exportation de ces terres rares, et aussi des aimants permanents qui rentrent dans la composition des jets furtifs F-35 et d'autres technologies d'armement, eh bien en fait les Chinois mangent dans la main de Pékin. Est-ce que Pékin les peut... Américains. Comment ? Les Américains mangent dans la main de Pékin, c'est voilà, ça que vous tout à voulez fait. dire. Est-ce que Pékin peut cesser du jour au lendemain ses exportations ? Elle l'a déjà fait. Recommencera-t-elle ? C'est compliqué. C'est un équilibre de la terre, le commerce international. Si la Chine bloque ses exportations d'un côté, elle peut s'attendre à des mesures de rétorsion de la part des Américains qui sont extrêmement puissants, de même que de l'Europe. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va se reproduire. Simplement, effectivement, les Américains doivent aller se procurer certains composants de leurs avions auprès des Chinois. Et d'une façon générale, en fait, le Pentagone réalise, et ce sont des rapports qui le prouvent, qu'il est dépendant de certains fournisseurs, notamment chinois, pour la fourniture de circuits imprimés et autres composants électroniques qui rentrent dans ces applications-là. Et la question se pose chez les Américains de se dire, mais quelle garantie a-t-on que finalement les composants avec certains métaux qui pourraient être rares à l'intérieur ne sont pas truffés de chevaux de Troie qui pourraient éventuellement espionner les technologies américaines dans lesquelles ils s'insèrent, voire éventuellement de tout simplement éteindre, faire cesser le fonctionnement de ces technologies en plein combat. Et ça, ce sont des questions qui se posent réellement, notamment au Congrès. Oui, c'est qu'un élément parmi d'autres qui montre bien l'importance géopolitique, compris les métaux rares dans le monde aujourd'hui. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait évoquer, mais on laissera les gens acheter votre livre. On va laisser les gens lire le livre. Notamment le China Gate, juste pour évoquer la chose. C'est assez passionnant de se rendre compte. C'est un petit peu le miroir de ce qui se passe avec Trump et la Russie aujourd'hui. Il y a toute une affaire qui impliquait un financement chinois de la politique de l'élection américaine de 96 avec Clinton, qui aurait permis le transfert de technologies militaires vers la Chine. Tout ça est bien expliqué dans votre bouquin. Pour plus parler du futur de ces applications, justement, aujourd'hui, puisque ça nous intéresse, vous parlez beaucoup de la France comme géant minier dormant, parce que la France a des tonnes de réserves de métaux rares dans son sol, en France métropolitaine notamment. Et voilà, la France pourrait être demain un pays majeur dans l'économie minière. La France a déjà été un grand producteur de tout un tas de ressources minières.
Le charbon, vous le connaissez, c'est pas un métal, mais voilà. Et puis aussi le tungstène, par exemple. Et d'autres choses. Et puis effectivement, le livre contient notamment une carte que je vous vois feuilleter. Je vous vois la chercher. Je regardais la carte Voilà. qui est assez passionnante parce qu'elle est recouverte de couleurs. On voit que la France est pleine de fluorine, de molybène, d'étain, tantale, niobium, barytine. J'adore dire tous ces noms. Tout ça donne envie et je vois que tu adores les Oui, prononcer. En tout cas, la France est pleine de couleurs et donc elle est pleine de réserves. Et il y a effectivement des tas de gisements qui pourraient être exploités, et notamment d'ailleurs le tungstène. La France pourrait être un pays très prometteur en termes d'exploitation de tungstène. En fait, cette question de la mine, elle se repose progressivement en France. Jusque-là, on l'avait complètement mise à côté. On estimait, à raison d'ailleurs, que les mines avaient trop sali l'environnement en France. Je pense que les Français sont vaccinés contre l'exploitation minière. Mais vous dites qu'il y a 3500 mines, anciennes mines, qui sont encore aujourd'hui polluées, qui posent problème en France. Quoi. Voilà. Donc c'est dire, et à raison, le rejet de l'opinion française sur ces questions-là, et on ne peut que les comprendre. Simplement, nous sommes dans un nouveau monde avec de nouveaux paradigmes. Le nouveau monde qui arrive n'est pas un monde hérissé de derrick, c'est un monde balafré de mines. Et qu'on le veuille ou non, et à moins que nous décidions tous unanimement de jeter nos téléphones portables et de nous éclairer à la bougie quand nous rentrons chez nous, il va falloir aller chercher ces métaux quelque part. Alors, de deux choses l'une, soit on laisse la Chine continuer à prendre le leadership sur ces métaux rares, soit on se retrousse les manches. Alors comment est-ce qu'on se retrousse les manches pour garantir un petit peu d'indépendance minérale, un peu de souveraineté minérale? On signe des contrats d'approvisionnement avec des pays miniers autres que la Chine. Ok, diversification, c'est possible. La Chine, l'Australie, les terres rares. Une production vient de se relancer en Australie. On pourrait aller chercher un peu de lithium chez les Sud-Américains. On pourrait aller chercher du cobalt, sécuriser les approvisionnements de cobalt au Congo et du nickel en Russie. Sachant que la Chine déjà aussi mène une politique pour s'accaparer les terres rares à l'étranger. Sachant qu'on n'est pas les seuls. Oui, notamment en Afrique. Sachant que les besoins de la Chine sont tels, pour ses propres consommations et pour ses besoins industriels, pour ensuite pouvoir revendre des produits manufacturés au reste du monde, que la Chine, elle aussi, convoite ces mêmes gisements. Et puis on se dit, évidemment, l'Europe est riche, et pas seulement la France, de ces minerais, et peut-être que pour des raisons d'indépendance énergie minérale, eh bien, on pourrait effectivement relancer cette production-là. Et donc moi, je pense que si on fait un peu de prospective, le futur, c'est la mine. Qu'on le veuille ou non, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour de dire qu'on va tous rebroyer du caillou, mais c'est nécessaire. Et je crois que même si l'opinion n'est pas prête aujourd'hui pour ce genre de choses-là, parce que c'est absolument intolérable de le dire, que de toute façon, à un moment ou à un autre, à force de crise, de situations de pénurie qui vont nous arriver en plein dans la figure, il va bien falloir que l'opinion se fasse cette idée qu'elle a une responsabilité à assumer dans cette exploitation-là, tout simplement pour ces générations futures. Donc votre enquête a été clairement financée par le lobby minier international, c'est une certitude. Non mais quand vous dites le futur c'est la mine, je suppose que c'est des accusations, je me fais le porte-parole d'accusations dont vous devez avoir à faire face à ce type d'accusation. Pas tant que ça, pas tant que ça, ou non, j'ai pas été trop... il y a 2-3 affirmations conspirationnistes qui traînent sur des blogs à la probité douteuse, mais dans l'ensemble non, parce qu'en fait voilà, tout est surtout, enfin moi j'ai fait un effort énorme pour me refonder sur des rapports scientifiques, des textes qui sont indiscutables. Après j'y ajoute bien évidemment une part d'opinion, mais je l'argumente et dans l'ensemble je n'ai pas été trop attaqué. Non, donc c'est un constat qui commence à être partagé en tout cas par les experts, les spécialistes. Mais les experts en sont persuadés, les experts de la mine, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés, voilà, et sont relativement persuadés de cela, et ils n'ont pas essayé de me persuader. J'ai travaillé 6 ans sur la question et me faire mon opinion. Je me suis rendu à l'évidence que c'était une opinion logique, et puis j'aime bien prendre les opinions consensuelles à rebours et dire des choses qui me semblent convaincantes, dont je suis convaincu, mais qui aussi servent de poil à gratter. Les experts sont convaincus, mais pas les ONG. Vous soulignez aussi l'hypocrisie des ONG écolos, qui d'un côté appellent à accélérer la transition écologique. Negawatt dit qu'on peut atteindre 100% d'énergie renouvelable en France en 2050, et toutes les ONG écolos vont dans ce sens-là. Et en même temps, elles sont les premières à dire non, on va jamais ouvrir de mines, c'est intolérable, tout en sachant très bien que finalement, pour produire une énergie verte, il faut des mines et qu'elles vont être ouvertes en Chine. Les ONG
n'assument pas les conséquences du monde plus vert qu'elles appellent de leur vœu. On ne peut pas d'un côté vouloir un monde plus vert, qui est un monde plus métallique, et pas assumer une part de ce fardeau énergétique. Et je pense qu'il y a deux types de discours là-dessus de la part des organisations environnementales. Il y a le discours de celles qui savent très bien ce qu'il en coûte d'un point de vue métallique en termes d'extraction minière, mais qui préfèrent se voiler la face. Et puis surtout, il y a celles qui ne savent pas. Parce qu'en réalité, en France, très 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 peu d'ONG sont tout à fait au courant de ces questions-là. Et en réalité, on pense que ce monde est un monde dématérialisé, comme si la matière n'était plus nécessaire pour notre monde futur. Et vous faites un appel intéressant parce que vous appelez à la réouverture de mines en France comme vecteur d'un monde plus propre et comme vecteur de protection environnementale, parce que les mines en France seraient forcément plus propres que celles en Chine. Mais c'est une excellente décision environnementale que de réouvrir une mine en France. C'est la meilleure décision environnementale qu'un ministre de l'écologie, je ne sais pas à qui, mais pourrait prendre aujourd'hui. À l'échelle planétaire, parce qu'à l'échelle française, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Non, à l'échelle française, ce serait une excellente nouvelle environnementale. Ce serait la meilleure décision écologique qui soit. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à partir du moment où vous réouvrez une mine en France, déjà, vous soumettez à de telles réglementations environnementales que de toute façon, le minerai qui en sortira sera nécessairement plus propre que celui qui sort actuellement de Chine. Donc, en fait, on relance un cercle vertueux de production d'énergie verte, puisqu'elles seront composées de minerais qui seront eux-mêmes moins sales. Donc la technologie à l'arrivée sera moins sale. Donc si vous comparez une technologie qui est produite à partir de minerais français versus une technologie à partir de minerais chinois, c'est moins sale, c'est plus propre. Donc en soi, c'est une décision environnementale qui est bonne. Et puis deuxième chose, et j'insiste là-dessus, qu'est-ce qui va vraiment changer dans les prochaines années tant qu'on n'aura pas sous nos yeux une mine ? Personne ne fait le lien entre un téléphone portable, une voiture électrique et une mine. Et si on n'a pas cette mine sous les yeux, si au moment où j'envoie un SMS, où je roule dans ma voiture électrique, je ne passe pas à proximité de la mine, tout en me disant c'est de cette mine que sort le métal qui me permet d'être plus connecté et plus vert, je n'aurai pas conscience des impacts de mon mode de vie. Dans des abattoirs en France, on mange toujours de la viande. On est toujours. Je pense ils sont cachés. C'est vrai qu'ils sont cachés. Depuis L214 et les vidéos, il y a peut-être un peu plus de. Justement, même s'ils sont proches géographiquement, c'est pas forcément. Il faudrait par exemple que tous les lycéens passent par l'abattoir. Voilà, ça devrait être obligatoire de passer par l'abattoir. Nous sommes dans un mode de vie carné où on valorise la viande. Et ben dans ce cas-là, passons par l'abattoir et puis on verra vraiment ce que c'est que d'avoir un mode de vie. Et passons par la mine du coup aussi. Et passons par la mine. Et moi, j'exige que toutes les écologies, les ONG écologiques et puis les industriels d'un monde plus vert fassent un stage obligatoire dans une mine pour voir vraiment ce qu'il en est. Et donc cette mine, si on l'a sous les yeux, alors on comprendra vraiment ce que c'est. Et je pense qu'un choc de conscience et un saut de conscience et des actions beaucoup plus propres qui passent notamment par le recyclage, par une sobriété de consommation, seront possible à cette seule condition-là. C'est intéressant. Alors pour enchaîner sur d'autres dimensions prospectives, dans le bouquin vous parlez aussi des océans comme nouvelle source potentielle énorme de terres rares, de métaux rares, ce qui fait qu'aujourd'hui la France est le deuxième pays en termes de surface maritime au monde derrière les États-Unis. Vous expliquez que tous les pays jouent à ce grand monopoly de s'accaparer des terres, des océans dans les eaux maritimes internationales pour gratter sur ces ressources potentielles de terres rares, et qu'à terme 57% des océans de la planète pourraient appartenir à des États. On ne va pas forcément trop développer cette question parce qu'on est déjà assez long, mais voilà, c'est encore une dimension supplémentaire qui pourrait d'un côté rajouter un petit peu de réserve peut-être de terres rares, et de l'autre côté aussi polluer énormément les océans. Il y a les océans et les astéroïdes. Et les astéroïdes, il y a toute cette question derrière qui est aussi fascinante des orpailleurs spatiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette ouverture-là ? Nous allons devoir, nous consommerons dans les 30 prochaines années, ça c'est un rapport du CNRS qui le dit, davantage de métaux que tout ce que l'humanité n'a jamais consommé comme métaux depuis 70 000 ans. Donc ces métaux, et notamment pour nos besoins, les besoins de notre transition énergétique. Donc ces métaux, il va falloir aller les chercher quelque part. On va aller les chercher dans des mines terrestres, et également, on sait qu'il y a des mines sous-marines. Et il y a également des réserves considérables de métaux rares sur les astéroïdes qui croisent autour de la Terre. Dans les années 40, le président Truman a dit cette bande de mer qui fait face aux côtes américaines, ça va être de mon ressort exclusif à moi, américain. Et en fait, ils ont ouvert, les Américains à ce moment-là, une brèche dans cet unanimisme qui consistait à considérer que les océans étaient la propriété de l'humanité tout entière. Et depuis, effectivement, nous nous sommes un petit peu partagé les océans en passant par le droit international, un peu comme si on avait délimité un bocage normand en mettant des barbelés partout.
Et à terme, 57% des océans pourraient être de la propriété d'un État. Et en fait, il est en train de se passer la même chose avec l'espace. Obama a fait passer en 2015 une loi disant l'orpailleur spatial, donc un orpailleur dans l'espace qui voudrait aller chercher du nickel ou je ne sais quel autre métal plus ou moins rare dans l'espace, eh bien en fait, il en aura la propriété. C'est contraire au traité de 67 qui dit que tout ce qui se passe au-delà de notre atmosphère, c'est un bien commun de l'humanité. C'est une astuce juridique qui dit que c'est pas l'astéroïde qui va être une propriété, mais simplement les ressources dans l'astéroïde qui mais sont c'est un coup de exploitables. canif. Il va se passer ce qui s'est passé en 1945, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une brèche et tout le monde va prendre cette brèche, s'engager dans cette brèche. Et oui, l'espace il va y avoir à un moment la propriété privée va être une question qui va vraiment se poser dans l'espace, parce que vous ne pouvez pas avoir d'exploration des océans ou des espaces si vous n'avez pas d'abord des garanties juridiques pour en fait faire de l'argent dans l'espace. Et donc, au nom de cette transition énergétique, c'est quoi cette transition, cet ADN de la transition énergétique, c'est de se dire on va limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes, on va être plus sobre. Et bien en fait, nous sommes en train d'étendre le domaine de la mine partout où c'est possible, y compris là où on pensait qu'on n'irait jamais, les océans et le dernier tabou, l'espace. Mais alors peut-être que je vais dire quelque chose de choquant pour les amoureux de l'espace, mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle finalement d'exploiter l'espace plutôt que la Terre? Est-ce que la pollution dans l'espace intersidéral n'est pas si grave que ça? Mais moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je souligne ce paradoxe parce qu'il faut bien souligner qu'il y a un décalage entre les mots et la réalité. Mais moi je suis persuadé qu'il faut aller explorer l'espace et je souhaite pouvoir un jour voir des hommes sur Mars et des minerais qui seront en fait utilisés depuis les astéroïdes pour ensuite continuer le voyage vers Mars en vue de construire une colonie. Donc non, il ne faut pas s'arrêter d'explorer, on ne va pas s'arrêter d'explorer au XXIe siècle. C'est d'ailleurs souvent le point de départ de pas mal d'œuvres de science-fiction. L'exploration spatiale et l'installation des colonies spatiales humaines commencent par le besoin de minerais et le besoin de ressources. On va conclure sur cette note qui peut être positive à peu près, non? Assez positive. Peut-être un dernier mot pour conclure. Vous concluez sur une note écolo finalement en disant dans votre conclusion que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas. Ouais. Et finalement c'est aussi ça, peut-être la sobriété qui peut aussi nous ramener vers plus de raisons. Et moi je suis pas du tout pessimiste, même si je suis conscient que ce que j'écris peut être violent à lire et à entendre. Néanmoins, il y a plein de solutions qui existent pour en fait corriger les effets pervers de cette transition énergétique. Il ne s'agit pas de ne pas s'engager encore davantage dans ce renouveau technologique, il ne s'agit pas de revenir au pétrole, mais il faut qu'on corrige certains effets. Et je pense que évidemment la question d'une plus grande sobriété dans nos modes de consommation de ressources est évidente. Il faut rationaliser la matière, il faut utiliser moins de métaux, mieux les recycler, mieux les substituer, lutter contre l'obsolescence programmée des produits, éco-concevoir les technologies. Et oui, effectivement, à ces conditions, on peut en fait, à mon avis, parvenir à un monde réellement plus vert. Et une dernière touche, désolé Guillaume, je rallonge un peu, mais une dernière touche pour pas être non plus trop pessimiste, parce qu'on me le reproche souvent. On ne va pas le développer, mais vous parlez aussi des ruptures technologiques qui permettent de se passer de terres rares dans les technologies numériques et voitures électriques notamment. Il y a des voitures électriques sans terres rares, il y a des batteries aujourd'hui au sodium qui sont testées sans lithium. Voilà, différentes choses qui permettent d'envisager peut-être si les mines françaises sont ouvertes et que ça fait élever les consciences et que ça favorise une concurrence vers plus d'innovation. En tout cas, on n'est pas non plus encore totalement dans l'apocalypse. Voilà. Non, et nous sommes engagés dans une transition énergétique qui est transitoire et qui va elle-même être remplacée par de nouvelles technologies de production d'énergie que nous ne connaissons probablement pas, mais effectivement, dans 30, 40, 50 ans, il y aura peut-être plus d'éoliennes et encore autre chose. Et du coup, nous allons retrouver des nouveaux modèles énergétiques plus efficients, moins consommateurs de ressources, mais qui viendront compenser le fait que nous ne sommes plus 7,5 milliards, mais 10 milliards. Et donc, à chaque fois que nous trouverons de nouveaux modèles énergétiques, comme celui d'aujourd'hui, eh bien, en fait, nous déplacerons en permanence le problème. Et donc, sauf à ce qu'il y ait un vrai saut de conscience dans notre façon de consommer et d'appréhender finalement nos modes de consommation et de vie, tous ces nouveaux modèles ne régleront rien. Mais, encore une fois, la solution existe et je pense que sans être un décroissant, il faut réfléchir à une meilleure rationalisation de la matière. Et de l'énergie. Eh ben, ça fait une belle conclusion. Merci beaucoup Guillaume Pitron pour votre temps, pour votre disponibilité. On conseille à nos lectrices et à nos lecteurs La guerre des métaux rares, donc de Guillaume Pitron, paru au Lien qui libère, qui est encore disponible, je l'espère, dans toutes les bonnes librairies. C'était une émission très Ouzbek Erika. Merci de nous avoir suivis parce qu'on est parti d'un constat un peu pessimiste et d'une interrogation sur un consensus qu'on a un peu interrogé grâce à vous et à votre livre pour en arriver à un peu de prospective et s'en sortir, on l'espère, par le haut. En tout cas, on a appris plein de choses. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.